D'accord. Je sais pas s'il me filme ou s'il me prend photo, mais... Non, il filme aussi, Je filme, t'inquiète. ouais. Ah, double Mais tu peux regarder par là si tu veux. Ça marche. Si ça te gêne. Et Voxmaker. Voilà, parfait. Ok, alors du coup, donc Ermite Moderne, bonjour. Bonjour. Donc toi tu es dans les Voxmakers, c'est ça, donc un groupe de vidéastes, si je dis pas de bêtises. Oui, incidentellement, je sais pas qui sont tous ces gens, mais à chaque fois qu'ils m'emmènent en convention, je sors de ma caverne et je suis triste. Il y a plein de gens en volume et en 3D qui... Enfin bref. Mais je suis content d'être là quand même. Hein. Voilà, ouais, tant mieux. Enfin, je crois. Voilà. Et donc du coup, moi, ma première question va porter surtout sur le show, parce que du coup là vous avez fait donc votre show Voxmaker en live. C'est ça, le Voxmakers Live Show. On va le refaire demain d'ailleurs. Voilà. Et du coup, moi, ma première question, ce serait pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ça du coup? Pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire ça? Tout simplement parce qu'on avait trouvé que au niveau de YouTube, où il y a un esprit youtubeur, il y a un esprit internet qui est beaucoup versé dans la culture du fun. On aime tous les mêmes choses, le monde des jeux vidéo, les phénomènes internet, les mangas, l'animation, les comics, ce genre de choses. C'est vraiment la culture populaire, la culture geek, vraiment traitée d'une façon spécifique à internet. Et on s'est dit, on aimerait bien exporter cet esprit en vrai, sur d'autres supports. Et du coup, on fait des conventions, on a des stands, on fait des activités en continu, toujours dans cet esprit, puis on s'est dit, pourquoi pas carrément faire aussi des spectacles sur scène. Généralement, quand tu es youtubeur, ce que tu fais sur scène, c'est que tu cherches à interagir avec tes spectateurs à travers, par exemple, des FAQ ou des avant-premières. Mais nous, on s'est dit, pourquoi pas faire des espèces de versions spécifiques à la scène de ce qu'on fait dans nos vidéos. D'où les Voxmakers Live Show, qui mélangent petits sketchs qui sont en fait des fils rouges pour des moments de concert où on interprète avec des vrais instruments nos meilleurs morceaux musicaux qui sont sur la chaîne Voxmakers. Okay. On a une alternative aussi qui s'appelle N'ayez pas peur, on vient Internet, qui là où Voxmakers Live Show est plus orienté concert, N'ayez pas peur, on vient Internet et plus un équilibre entre la musique et le sketch comique cette fois, une prestation scénique. Là c'est plus 50-50 à ce niveau-là. Donc d'ailleurs pour la Japan Expo, on va faire une nouvelle édition de N'ayez pas peur, on vient Internet avec des sketchs et des musiques vraiment renouvelées à plus de 90%. Ce sera vraiment un nouveau spectacle encore. Donc il y a quand même de l'exclu en fait aussi, des choses qui ne sont pas sur la chaîne en fait. Exactement, c'est vraiment ce qu'on fait sur la scène, c'est vraiment pour la scène. D'accord. Donc, du coup, tu as grillé ma question suivante qui était de savoir si vous avez d'autres projets similaires. C'est ça. Voilà. Oui. Fin d'interview. Oui, je vais trouver. C'est bon. Non, alors du coup, je voulais partir un petit peu parce que tu parlais justement de YouTube, qui est depuis quelques années maintenant, on va dire, le site de vidéos, on va dire, sur lesquels les gens vont. Oui, mais c'est le seul en fait. Des vidéos sur Internet. Donc après, il y a des sites comme Dailymotion, Vimeo, d'autres alternatives. Mais c'est vrai. Dailymotion a fait beaucoup de bonnes initiatives dernièrement pour essayer d'avoir un catalogue parallèle à YouTube. Je pense par exemple à ce qu'ils ont fait avec Crost. Je crois que c'est une première initiative, ils ont une exclusivité. C'était Crost avant, c'était sur jeux2.com, mais maintenant c'est devenu... c'est Chroma. C'est Chroma, exactement. Et il y a eu le Fossoyeur juste avant d'ailleurs, qui a une émission, j'ai perdu le nom, mais qui a une émission aussi sur le cinéma. Oui, c'est vrai, voilà. J'ai hâte de voir la suite. Voilà. Et du coup, on parle de YouTube, c'est pour ça qu'il y a le terme YouTuber qui disait de plus en plus, qui veut à la fois tout et rien dire. Ça énerve certaines personnes que je connais, ça, le terme youtubeur. C'est ça. Ouais. Moi, c'est un terme pas qui m'énerve, mais effectivement que je trouve dommage parce que je trouve que ça... C'est pas assez inclusif, c'est ça. Voilà, ça cantonne trop à une chose, même si effectivement YouTube reste on va dire le patron de la vidéo. Presque monopole. Mais... Voilà, c'est Google, etc. Mais du coup, justement, pour en venir à YouTube, on voit que la création dessus, elle a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'au début, on ne savait pas trop ce qu'il y avait. Petit à petit, il y a eu en fait de tous les types de chaînes. Il y a eu du podcast, c'est ce qui a, je pense, plus marché avec de mémoire. Moi, ce que je me rappelle, c'était Level Crew à l'origine. Norman, Kemar et Cyprien. Et lui tout seul. Oui, c'est vrai. Voilà, on avait du podcast, après on a eu des sketchs, on a eu des courts-métrages, des let's play. Des let's play. Même récemment, par exemple, le truc apparemment à la mode, c'est la vulgarisation scientifique. Eh oui, ça a beaucoup de ça aussi. Voilà, des gens comme Dirty Biology, la Tronchambier ou autre qui. Voilà. Et aussi les gens qui obligent des filles à les embrasser sur la bouche de façon sans leur permission. C'est très à la mode. Voilà, ça, j'aime moins par contre. Voilà. Il n'y a que nous qui l'a bien fait encore. Je ne sais pas si pour aparté, voilà. Ils appellent ça des expériences sociales chez eux. C'est un très beau nom pour un truc très nul. C'est dégueulasse. C'est de l'agression, non. Non, du coup, voilà, justement, par rapport à la création, est-ce que tu penses qu'elle va continuer à évoluer? Parce que justement, il y a un peu, maintenant qu'il y a ça, il y a aussi la télé qui commence à s'y intéresser. Oui. Est-ce que tu penses que ça va évoluer? Et si oui, du coup, éventuellement, dans quel sens, selon toi, ça peut évoluer? Que ce soit en termes de création de contenu,
ou même on va dire en termes de gestion du contenu, En termes de gestion de contenu. que ce soit par les médias, voilà, que ce soit que les gens investissent dedans ou autre. Alors, comment ça va évoluer, je pense pas te dire, j'aurais du mal à spéculer là-dessus, mais ce que j'espère, comment ça va évoluer, j'espère que ça va évoluer vers des contenus où tout ce qui est droit d'auteur sera moins contraignant, et tout ce qui est culture du remix et de la réappropriation sera plus ouvert. C'est pas bien parti forcément partout. Là, contrairement aux États-Unis où ils ont le fair use, en France, on n'a pas vraiment d'équivalent. On a peut-être la loi L122-5 qui encore ne s'applique pas sur tout, ainsi que la loi de concitation, et encore, ça reste flou. Mais là, en ce moment, par exemple, aux États-Unis, il y a des cas d'école, il y a ce qu'on veut y avoir, des affaires qui vont faire jurisprudence, où des youtubeurs vont enfin se défendre pour le respect du fair use, pour le respect de l'utilisation loyale d'extraits copyrightés à des fins de critique, à des fins de parodie, à des fins de satire et ce genre de choses. Je pense que si ce genre d'affaires est concluante du côté de ceux qui se défendent, là, en l'occurrence, je parle de l'affaire qui oppose H3 Productions avec un youtubeur qui s'appelle Matt Hoss. Deux secondes. Oui. Je peux recommencer ta phrase parce que là, la chaîne. Oui, d'accord, à partir de quel moment tu veux que je recommence ? Au début, tu parlais de l'affaire H3 du coup. Voilà, là je parle de l'affaire H3 Productions qui oppose le youtubeur Matt Hoss Zone. C'est une affaire où en gros c'est un mec qui fait à la fois du parcours et des pranks, c'est-à-dire des canulars, qui a fait carrément un procès pour transgression du copyright à un couple de jeunes humoristes qui ont juste pris des extraits de ces vidéos, des extraits courts pour discuter par-dessus, se moquer un peu gentiment, dire ah ça c'est un petit peu ridicule, ah il est bizarre, ah il me fait rigoler à ce moment-là, tu vois. Et ils ont décidé de leur faire carrément un procès. Mais vraiment avec l'avocat, paye-moi $4000, efface ta vidéo, fais la promotion pendant un mois de mes trucs. Là ils veulent se défendre et il y a eu une soulevée de youtubeurs, mais vraiment énorme, genre des gens comme Markiplier, comme PewDiePie, comme les Fine Brothers, des gens comme c'est vraiment énorme comme ça aux États-Unis, qui ont décidé de réunir de l'argent pour monter un fonds commun alloué à des avocats pour les défendre en cas de personnes qui abusent de leurs droits d'auteur. Ça s'appelle le FUPA. Okay. C'est ce qui est très drôle parce que FUPA ça veut dire Fair Use Protection Account, c'est-à-dire compte de protection à l'utilisation loyale, mais ça veut dire aussi la zone entre le nombril et les poils pubiens en fait qui est un peu grosse. Voilà, ça veut dire qu'en gros t'as du bite, t'as du gras au-dessus de la chatte. Voilà, C'était l'anecdote. C'était l'anecdote. Donc c'est vraiment un truc de youtubeur quoi. Ça se voit que ceux qui l'ont fait. Voilà. C'est marrant parce que tu cites les Fine Bros, et si je dis pas non, je les confonds, mais c'était pas eux qui avaient fait les Kids React. C'est ça, c'est exactement. C'est ça, voilà, parce qu'il y avait eu justement aussi un truc. Enfin, du coup, c'est l'inverse, c'est qu'au lieu que ce soit enfin, dans le sens les Bros, genre la Fox, Universal et tout qui râlent, c'est eux qui avaient dit on veut poser des. Je comprends. Enfin voilà, on veut poser des droits sur les machins React. Ça avait fait un tollé monstrueux parce que les gens disaient à quel niveau ça va être fait. Ils ont annulé d'ailleurs le truc. C'est ça. Je crois suite au tollé. Ouais, et c'est ça que c'est rigolo parce que tu t'aperçois que même dans l'autre sens, au final, il suffit de pas grand chose pour qu'il y ait quand même une action collective qui soit faite. Exactement. C'est-à-dire, finalement, ça prouve que face à des difficultés énormes équivalentes, à une menace extérieure comme ça, les différents peuvent être mis de côté pour un bien commun. J'ose croire que ça va continuer, que c'était pas juste un élan spontané qui va durer qu'un temps, et que ça va être quelque chose qui va continuer sur la durée. Parce qu'en l'occurrence, les Fine Brothers, je comprends un peu leur point de vue, parce que je sais que c'est des personnes en fait qui ils ont un concept, ils voient que ça marche, ils sont très contents que ça marche, mais d'un côté ils savent quand même qu'il y a quand même un complexe de l'internet, qu'il va se faire bouffer par les gros médias et tout ça. Donc quand ils voient quelqu'un qui sont capables de faire avec plus de moyens, avec plus de notoriété, à peu près le même concept qu'eux, eh bien ils se disent oh mon Dieu, on n'est pas en sécurité, on va se faire bouffer, on risque de perdre notre métier. Alors ils prennent peur, ils essayent d'apporter un saut de propriété, ils essayent de eux-mêmes faire comme la télévision en distribuant des licences d'exploitation à d'autres gens et tout ça. C'était peut-être pas la bonne voie, c'est pas la voie que les gens attendaient, mais je pense pas qu'ils ont fait ça totalement par malice ou par méchanceté ou par appât du gain.
Je pense que c'était plus par zèle au niveau de la protection, parce qu'ils redoutaient trop la concurrence. Maintenant, on ne saura jamais, ils ne peuvent pas prouver l'un ou l'autre. Oui. Mais voilà. Mais je pense qu'en tout cas, leur action pour le FUPA et pour la protection du fair use, ça parle pour eux. Ouais. Et justement, j'espère qu'avec des actions comme ça, si jamais H3H3 Productions gagne ce procès, peut-être que ça va faire jurisprudence, peut-être que de prochains juges dans le futur vont dire « Ah oui, vous avez des problèmes similaires, mais je vois que dans ce cas précis, apparemment les limites du fair use ont été décalquées, qui ont été délimitées ainsi. Donc en l'occurrence, non Sony, non Fox, non telle compagnie, vous ne pouvez pas balancer un strike comme ça sur un youtubeur parce qu'il a utilisé 2 secondes de réaction d'un film pour faire un gag visuel, quoi. » Okay. Donc, si ça marche, franchement, les tournures pour les gens qui font des critiques, qui font des remixes, qui font ce genre de choses, ça va peut-être être un nouvel âge d'or. Là, c'est moi qui rêve, je spécule, c'est ce que j'aimerais bien. Mais Et justement, je rebondis là-dessus, est-ce que tu penses que ça pourrait éviter justement, je pense à le truc qui a longtemps parlé il y a quelques mois, l'affaire Mad Podcast, je pense que tu es au courant. Ah oui, je suis sûr, voilà, on ne peut pas passer à côté. Oui. Voilà, mais voilà, on était, alors après ça, moi je prends pas forcément le parti de l'un ou de l'autre, mais justement, est-ce que tu penses que ça pourrait éviter par exemple que dans une situation similaire, c'est-à-dire que là on était sur le fait de quelqu'un qui a, le terme plagiat a été utilisé, donc on va l'utiliser sans gêner, voilà, qui a plagié Motoki, du coup en l'occurrence, notamment, sinon je me rappelle. Voilà, le problème que ça a causé derrière, c'est que certes, tout le monde s'est aperçu de la supercherie, ok, voilà, une partie de la fanbase est restée ou pas, mais il y a eu quand même des violences, verbales, en tout cas sur internet, qui étaient quand même conséquentes. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait peur, parce que je me dis, certes, le gamin, il a fait ce qu'il voulait, mais c'est grave, c'est un gamin qui a peut-être 20 piges, même pas, tu vas pas lui détruire sa vie non plus, ça c'est mon point de vue, après je deviens un peu là-dedans, mais est-ce que tu vois justement, tu penses qu'avec un truc comme ça, des cas qui font jurisprudence, ça pourrait pas justement éviter de dire ok, stop, il y a eu ça, on va tout caler, le cas est réglé très rapidement par la justice justement, parce que du coup la justice aurait vraiment son mot à dire là-dedans, et éviter que tu aies des gamins qui se retrouvent à se dire bon certes j'ai fait une connerie, peut-être grosse ou pas, mais j'ai pas envie de le payer non plus. Franchement je sais pas. Franchement, c'est-à-dire que éviter les lapidations sur internet, c'est tout un art. Hein, même j'ai déjà joué à des bullet hell, des trucs comme ça, où il faut éviter 15 millions de balles, et ce qui est autre chose, je pense pas que déjà être sur Twitter c'est plus difficile que ça. Non, c'est-à-dire le truc c'est que même pour des petits mots, maladroits, ou pour avoir une prise de position quelconque, on peut se faire beaucoup d'ennemis facilement. Alors pour des cas comme Mad Podcast, même si ça peut être arrangé de façon officielle, ou avec des juges, ou avec des accords, ou avec des choses vraiment carrées et propres, tout ça. Comme Internet, c'est un média qui est vraiment très communautaire, ça risque d'être très difficile d'éviter l'effet de foule avec les torches et les fourches. Parce que pour moi, Internet, ça ressemble beaucoup à un village. Et à partir du moment où tu as fait un truc de travers, tu es considéré comme Frankenstein, quoi. Ouais. C'est ça le truc. Mais vous voyez comment ça finit Frankenstein ? Mal. Et voilà. Parce que la créature elle meurt. C'est ça. La créature elle meurt, et les gens étaient tout le village était descendu d'un commun accord avec les torches et les fourches aller sur le monstre. Parce que mine de rien, sur Internet, même si les gens ne se connaissent pas, ils se donnent l'impression de se connaître parce qu'ils sont très ouverts sur ce qu'ils racontent, ils sont très communautaires, ils communiquent beaucoup de façon extérieure même malgré eux, ils partagent des infos même malgré eux, des fois ils le font de façon totalement volontaire. À partir du moment où tu es quelqu'un qui ne serait-ce que poste ce qu'il mange le midi avec Instagram et ce genre de choses, tu crées un lien avec quelqu'un, quoi. Les gens disent oui c'est nul, ça sert à rien, à qui s'intéresse, mais ça intéresse tout le monde. On peut être facilement au fait des petits moments de bonheur, des petits moments de rien de quelqu'un, et tu as l'impression d'être proche d'elle. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui font des unboxings ou des choses comme ça, c'est pour un effet de proximité. Et l'effet de proximité, ça fait que tous les gens sur Internet ont l'impression d'être proches, mais suffisamment lointaines pour se permettre de se juger les uns les autres comme des gens qui c'est celui-là, d'où il vient, je tape, mais assez proches pour aussi se permettre de juger comme dans La Lettre écarlate. Vous connaissez La Lettre écarlate ? C'est un roman, ça a été adapté en film à quelques reprises. C'est l'histoire en fait d'une dame qui a couché avec un pasteur. Et du coup, mais par contre, tout le monde sait qu'elle a couché avec quelqu'un, mais par contre, on ne sait pas avec qui, mais c'était avec un pasteur, c'était très grave, voilà. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a cousu la lettre A sur ses vêtements, et du coup, elle était vraiment fichée à vie, quoi.
elle était fichée, du coup tout le monde dans le village pouvait voir qui c'était, tout le monde pouvait voir, ah, regardez c'est la catin du village, balançons des modes debout sur ses gosses, traitons-la comme une moins que rien, parlons dans son dos, tu vois, c'est... C'est marrant, ça me rappelle, enfin je me permets de te couper, mais Ouais. ça me fait penser un peu justement à ce que tu dis, enfin tu parles d'internet, c'est au court-métrage des Parasites, je sais pas si tu l'as vu, c'est Monsieur Carotte, sur un, en fait c'est sur Periscope, donc après ça... Ah, je suis pas trop au fait de... En fait, c'est une petite chaîne super sympa par le type qui fait la chaîne Rouge Vert Bleu, peut-être que ça te dit plus quelque chose. Ah, le Rouge Vert Bleu, c'est quelque chose, ouais. Voilà, bah, en fait c'est sa chaîne à côté, Les Parasites, c'est son groupe qui ont fait un court-métrage sur justement un monsieur, je crois que c'est Monsieur Carotte, D'accord. qui en fait parle de Periscope en disant que c'est horrible, et en fait il trouve une fille sur Periscope qui est en soutien-gorge, en gros il dit voilà, elle mérite... Enfin, il dit pas trop ce qu'elle mérite, mais tu comprends qu'elle a besoin d'être punie, et en fait il va chez elle, il la viole. D'accord. C'est un court-métrage assez dur hein, qui est quand même sur YouTube. Et justement, en fait, ça me fait penser un peu à ça. Les gens partagent des petits bouts de vie et ils ne font pas attention à ce qu'ils font et ça a des répercussions. C'est ça. Ça peut avoir. Là, c'est vrai que c'est poussé à l'extrême, même si je sais qu'il y a eu des cas de cambriolage via Periscope qui ont vraiment été recensés. Et je pense que des cas de viol, s'il n'y en a pas, il y en aura malheureusement. C'est ça. C'est des choses comme ça. Et ouais, enfin voilà, c'était pour rebondir là-dessus. C'est vrai, je suis d'accord. Je pense que la leçon là-dessus, c'est qu'en fait, la personne est assez proche pour que tu te permettes de la juger, mais assez loin pour que tu te permettes de ne pas avoir de recul dans ta façon de juger. C'est ça. Quand tu juges un inconnu, tu te dis, bon, je le connais pas trop, mais a priori, ça me semble pas bien ce qu'il fait. Quand tu connais quelqu'un, tu te permets de les gueuler dessus, mais tu sais que c'est quelqu'un de proche, donc tu es compréhensif quand même. Mais du coup, voilà, tu as la non-compréhension de l'éloignement et la colère et le côté sanguin de quelqu'un que tu connais. Pour moi, ça fait pas un bon cocktail. Après Mad Podcast, et juste pour toi, Mad Podcast, je pense que c'est pour ça que son péché, entre guillemets, sur YouTube est grave, parce que YouTube, c'est une zone très communautaire, c'est une zone où il faut beaucoup communiquer, c'est une zone où on est très ouvert sur soi-même. À partir du moment où tu as eu une forme de mensonge, où les gens ils ont l'impression d'avoir été floutés, où les gens ils ont l'impression d'avoir été menti sur la marchandise, où ils ont l'impression de ne plus connaître la personne qui suivait depuis un moment, et ce genre de choses, bah, ça explose, quoi. Et aussi, tout le monde sur Internet arrête pas de parler de l'originalité. Il faut être original tout le temps. Ah, j'aime pas celui-là, il est pas original, il a copié. Tu sais, le nombre de fois, il y a des gens qui te disent, ah, t'es un plagieur si tu fais du plagiat, juste parce que par exemple, t'as fait un let's play avec des blagues, du coup, t'as un plagiat de Squeezie, PewDiePie ou un truc. Maintenant, le terme plagiat est devenu quelque chose de. Voilà. C'est devenu cet utilisateur à travers. C'est comme le mot troll ou épique ou Social Justice Warrior, ça ne veut plus rien dire, tu vois. Donc, du coup, à partir du moment où c'est quelqu'un qui plagie vraiment, bah forcément les répercussions s'en font 1 million, quoi. C'est pour ça. Okay. Alors du coup, j'ai quand même une dernière question, mais qui je pense est importante, parce que du coup, effectivement, tu as des bonnes réponses en plus, mine de rien. C'est gentil. Elles sont très longues. Oui, je sais, je suis désolé, je suis extrêmement sûr. Il me reste 6 minutes sur la carte SD, tout va bien. Ok, super. Non, du coup, j'aimerais revenir un petit peu sur la création sur YouTube, parce que du coup, comme on en parlait rapidement au début, il y a de plus en plus de médias qui s'y intéressent, médias externes. On a la télévision qui commence à mettre un peu son grain de sel. On a des studios comme Endemol qui ont fait, si je dis pas de bêtises, Studio 4, c'est une de leurs branches qui produit du contenu web, comme Le Secret des Bols récemment, ou la série Reboot de David Maurier, qui sont exclusifs au web et qui ont des budgets alloués conséquents. Enfin, je ne connais pas le budget du Secret des Bols, mais j'ose pas l'imaginer. Et là, du coup, on voit que voilà, il y a des sociétés comme ça. Il y a aussi des gens qui se disent à un moment, c'est un peu le cas des questions cons qui le parlaient rapidement. Ils disaient voilà, il fait le placement de produits. C'est le truc à la mode aussi en ce moment. On parle de ça comme du démon. Oui, c'est... Et moi, j'aimerais justement, par rapport au placement de produits, j'aimerais avoir ton point de vue vraiment personnel, c'est-à-dire pas forcément, ce que t'en penses déjà. Et puis, est-ce que toi, si éventuellement, est-ce que tu serais prêt peut-être à en faire ou pas? En fait, du coup, ça fait partie de ton point de vue. Eh bien, je pense que comme pour tous, c'est tout simplement une question de respect de ses spectateurs, d'éthique, de communication et de vérité. Comme je l'ai dit, il y a l'effet village Internet. Il faut vraiment donner l'impression, il ne faut pas donner une seule fois l'occasion de dire tu nous dissimules des choses, tu essayes de faire les choses subliminalement, tu es un vendu, je croyais te connaître mais c'est pas le cas. Je pense qu'on peut faire du contenu sponsorisé ou de faire la promotion de quelque chose à partir du moment où on est transparent et communicatif. C'est-à-dire, pour moi par exemple, je vois beaucoup le modèle américain, parce que les Américains ils sont moins décomplexés au niveau de tout ce qui est pub et ce genre de choses. Je sais qu'en France, quand tu veux demander que tu veux à la fois accorder argent et passion, les gens ils ont du mal à voir la connexion, tu vois.
Genre, tu essayes de gagner ta vie en jouant des jeux vidéo, mais c'est ridicule. Ouais, Pourquoi oui, pas voilà. un sale juif, ah, c'est bon. Voilà, c'est ça. Ouh là, faut que tu comptes là, attention. Ah, Vas-y, la chaîne tombe dessus. Moi, Ouais. Non, non, le non. crabe va m'attaquer. Mais c'est ça, ouais. Genre, ouais, mais ça, parce que moi je le sais déjà, parce que genre, ah oui, t'as un Tipeee, tu penses qu'au fric, ou genre de trucs, ça c'est courant. Genre, tu peux pas faire un truc, faut qu'un métier soit chiant, tu vois, sinon c'est pas un métier. Alors que c'est faux. Il y a plein de. C'est pas facile de faire des vidéos déjà en soi, il y a plein de contraintes, il y a plein de trucs, c'est comme tous les métiers créatifs, même auteur de BD ou autre chose. Mais voilà, ça veut pas dire qu'il y a des hauts et des bas, que ça vaut pas le coup, qu'on n'est pas passionné par ce qu'on fait, qu'on mérite pas d'avoir des sous. Maintenant, pour les contenus sponsorisés, à partir du moment où on est transparent, on dit bien, soit bien au début ou à la fin de la vidéo, ça a été présent, cette vidéo a été présentée par telle marque ou telle marque, ils ont aidé l'émission, en contrepartie vous pouvez les supporter en souscrivant à tel truc ou je ne sais pas. À partir du moment où c'est écrit dans la description, ce genre de choses, et que c'est propre, ça va. À partir du moment où on sait où il n'y a pas de conflit d'intérêt, je pense que ça va. Par exemple, si par exemple, supposons qu'on me donne un jeu vidéo, je ne me permettrai pas de faire une critique vraiment du jeu vidéo parce qu'il y aurait peut-être conflit d'intérêt, à moins que la personne accepte de me filer un jeu et que j'ai carte blanche pour dire ce que je veux, mais je sais pas comment ça se passe, les limites. Mais par exemple, si on me file un jeu vidéo, je peux dire à la place, je peux faire une analyse des thèmes de ce jeu vidéo, où je peux parler pourquoi l'histoire de ce jeu vidéo est intéressant, où je peux dire en quoi ces personnages de vidéo me rappellent d'autres personnages de jeux vidéo qui ont existé dans le passé, et je pense que c'est un moyen. Je pense qu'à partir du moment où tu fais du contenu sponsorisé, tout ça, c'est mieux de se verser dans les à côté, dans le divertissement, dans le culturel ou dans ce genre de choses, plutôt que dans la critique, l'opinion pure. Parce que à partir du moment où il n'y a pas de conflit d'intérêt sur son créneau de type de vidéo, à partir du moment où on est transparent avec ses spectateurs, à partir du moment où tu n'as pas l'impression d'abuser de spectateurs jeunes ou mal informés ou ce genre de choses, à partir du moment où c'est bien prévenu et transparent, que c'est pas caché, moi j'ai aucun problème avec le placement de produit. Des fois le sponsorat comme le mécénat a apporté du bien, et tant que je pense que c'est surtout parce que les gens ont des a priori sur la publicité, sur la télé, plein de choses, et ils ont peur que les youtubeurs soient juste des hommes sandwich ou des grands placards, des grandes pancartes géantes qu'on voit sur les bords d'autoroute. Je pense que pour tout ce qui est divertissement, ça peut être bien le sponsoring, mais après pour les gens qui sont plus journalistes ou qui sont plus dans le reportage vraiment de fond ou qui donnent des avis critiques et ce genre de choses, je pense que c'est mieux qu'ils ne versent pas dans ce genre de modèle économique et qui trouvent d'autres alternatives. Un petit peu comme Gamecult. C'est ça, genre... Gamecult, par exemple, ils n'ont pas voulu faire de compromis, ils ont fait des abonnements, et c'est ça qui fait qu'ils ont des articles qu'on ne voit pas ailleurs en France, des fois. Je pense que c'est ça, c'est une bonne séparation. Selon le type de contenu, le sponsorship peut être approprié ou pas. Okay. Nickel.